Réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel. La rencontre s'est tenue aujourd'hui ici à Bamako, une occasion pour l'Union africaine de réaffirmer son soutien indéfectible au Mali. Le Mali enregistre de nos jours 8 mines d'or avec une production annuelle de 50 tonnes d'or par an. Un potentiel qui peut être amélioré, les secrétaires généraux des ministères en charge des mines en discutent ici à Bamako. Les travaux de bitumage de l'autoroute Bamako-Ségou ont démarré, longue de 218 km. Cette autoroute est financée à hauteur de 73 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. La réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est ouverte ce matin ici à Bamako. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'examen de la situation dans la région du Sahel. Amadou Sankari. 5 jours après la réunion des experts de l'Union africaine sur la situation dans la région du Sahel, Bamako accueille une réunion spécifique sur la question. Il s'agira donc pour cette rencontre ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de se pencher sur les travaux des experts tenus les 14 et 15 mars 2012 à Addis Abeba. Dans ce document, les experts encouragent le Conseil à envisager d'affirmer son rejet du recours à la rébellion armée au Mali, réitère l'attachement de l'UIA à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, appelle tous les partenaires de l'Union pour qu'ils marquent fortement leur plein appui à cette position de principe de l'UIA et de l'Afrique dans son ensemble. La situation au nord du Mali mérite toute notre attention. Nous nous devons de trouver à ce problème une réponse rapide, juste et efficace dans le cadre des instruments permanents de l'UIA et de la CEDEAO, ainsi que de leurs déclarations pertinentes. En particulier, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali doivent prévaloir en tout état de cause. La résolution des défis de la zone du Sahel requiert une forte et totale mobilisation de la communauté internationale en vue de soutenir les efforts de l'Union africaine. Le président Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, a toujours souscrit à l'indivisibilité de la sécurité collective et reste profondément convaincu de la nécessité d'un renforcement de la coopération au plan bilatéral, régional, continental et international, aux fins de lutter contre toutes les menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique. Devant les 38 délégations comprenant les pays concernés par la situation au Sahel, les Nations Unies, l'Union européenne, la Ligue des pays arabes, les communautés économiques, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a tenu à remercier ses partenaires pour leur implication dans la recherche de la paix dans la bande sahélo-saharienne et plus particulièrement dans le nord du Mali. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier d'avoir souligné lors de la rencontre d'experts à Addis Abeba votre attachement indéfectible à ce que nous avons le plus cher, l'intégrité territoriale du Mali. En dénonçant le recours à la force par des groupes armés contre un État démocratique comme le mien, où la lutte politique peut être poursuivie par des moyens pacifiques acceptés, c'est cela la position du Mali. Ainsi, au moment d'entamer vos réflexions, je voudrais partager avec vous ma ferme conviction que de vos travaux aboutiront à des propositions concrètes pour sortir la région Sahel des difficultés énormes et de permettre aux populations de retrouver leur quiétude d'antan et de participer au développement de nos pays. Pour ce faire, mesdames et messieurs, je voudrais déjà vous rassurer de toute la disponibilité et la compréhension du Mali et compter sur votre compréhension et votre détermination à faire de la rencontre de Bamako une réussite. Lors de cette réunion, il est attendu plusieurs déclarations des pays et organisations internationales et régionales invités à cette rencontre. Et vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité de la cérémonie d'ouverture de cette réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Direction Koulouba maintenant pour parler du calendrier des audiences accordées par le président de la République, le chef de l'État qui a donc reçu plusieurs personnalités. Le compte rendu de Saba Sissoko tout à l'heure dans ce journal. Au même moment se concertaient ici à Bamako les secrétaires généraux des ministères en charge des mines de l'autorité développement intégrée de la région du Liptako-Gourma. Mohamed Diarra nous en parle. Les secrétaires généraux en charge des mines des pays du Liptako-Gourma ont entre leurs mains les conclusions des travaux des experts. Ces derniers ont travaillé pendant 2 jours pour faire une série de propositions. Et parmi ces propositions, le projet de chemin de fer du Sahel. J'aimerais souligner en particulier le projet de chemin de fer du Sahel, où les chefs d'État engagent l'ALG à développer des initiatives en vue de la construction des bretelles ferroviaires Dori-Tambao et Tambao-Ansongo pour accompagner l'exploitation des gisements miniers au niveau de la région du Liptako-Gourma. Ce projet est d'autant plus nécessaire que les ressources minières au niveau des pays du Liptako-Gourma sont peu exploitées. Autre problème commun à ces pays, c'est l'absence des cadres législatifs et réglementaires des exploitations minières artisanales. La réunion de Bamako permet aux secrétaires généraux de faire l'état d'exploitation des ressources minières en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'exploitation minière est en plein essor dans les 3 pays membres de l'ALG. On dénombre particulièrement au niveau du Mali 8 mines d'or en production et une production annuelle estimée à 50 tonnes d'or en moyenne par an, faisant ainsi du Mali le 3e producteur d'or en Afrique après le Ghana et l'Afrique du Sud. Cette situation permet d'asseoir une économie solide au niveau de nos pays. La réunion débattra aussi de plusieurs questions relatives à la sécurité et l'environnement au niveau des exploitations minières. Les secrétaires généraux se prononceront aussi sur la gestion des titres miniers au niveau de l'espace. Les propositions et conclusions issues de la rencontre seront soumises au ministre en charge des mines pour examen. Et nous partons sur les routes maintenant avec le ministre de l'Équipement et des Transports. Ahmed Diané Semega a visité cet après-midi, ce matin plutôt, le chantier de l'autoroute Bamako-Ségou dont les travaux viennent de démarrer. Ce tronçon long de 218 km est financé à hauteur de 73 milliards de francs CFA par Exim Bank de la Chine. Les travaux de débroussage et de décapage en cours sur cette section sont terminés. Les déviations sont ouvertes à la circulation. Daouda Sidiki Diarra est allé voir. Lancé il y a 1 an de cela par le président de la République, les travaux de construction et de bitumage de la route Bamako-Ségou viennent de démarrer. La base vide de l'entreprise Sisa Bagneda est fonctionnelle. Les travaux sont exécutés par la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées dénommée CRBC sur financement de Exim Bank de Chine pour plus de 73 milliards de francs CFA. Un constat de satisfaction pour le ministre de l'Équipement et des Transports. Nous sommes ici sur l'un des chantiers les plus importants de notre pays aujourd'hui. Et sans doute l'un des chantiers les plus importants que le président de la République a lancé. Par la bonne relation que nous avons avec le gouvernement de Chine, ça, ce n'est qu'une première phase. Parce qu'il s'agit pour nous ici de construire une autoroute en 2 voies avec toutes les commodités nécessaires à une autoroute. Donc cette première phase-là est extrêmement importante pour le déclenchement de l'autre phase. Avec un délai d'exécution de près de 3 ans, ce gigantesque projet long de 218 km va de la tour de l'Afrique à Bamako jusqu'au rond-point ouest de Ségou. Dans l'exécution des travaux, l'entreprise rencontre des problèmes relatifs à l'occupation de l'emprise des travaux empêchant la réalisation des déviations par endroits. C'est pourquoi le ministre demande le civisme des riverains. Une déclaration d'utilité publique a été faite à travers un décret. Et à partir de cet instant-là, aucun édifice ne doit être construit sur cette emprise-là. Parce que non seulement cela alourdit la charge financière de l'État par rapport aux indemnisations, mais ça constitue une contrainte supplémentaire par rapport au délai. Je l'ai dit, cette route est stratégique. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un jour de plus dans l'exécution des travaux. Parce qu'il faut que durant les 35 mois que les travaux vont durer, que tout se passe sans anicroche pour que au finish, l'objectif recherché soit atteint. Nous disons que ne seront pas indemnisés ceux qui sciemment violent la loi en s'installant dans l'emprise. Une fois les travaux finis, voilà c'est à quoi cette route va ressembler. Le ministre Ahmed Diané Semega a également visité à Missabougou la voie d'accès au 3e pont dont les emprises sont dégagées.
L'organisation des élections et la sécurité dans le nord du Mali, 2 points essentiels à l'ordre du jour du déjeuner de presse qui a réuni autour du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les journalistes de la presse malienne. C'était à l'hôtel Nord-Sud en présence de notre reporter Alousseni Touré. Son compte rendu. Le gouvernement du Mali est déterminé à asseoir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti. Quand 4 membres du gouvernement se déplacent dans ces régions en cette période, le premier message fort est que force reste à l'État du Mali, à la République, que force reste à son autorité, à son administration, que son intégrité territoriale est et demeure sacrée. C'est donc cette visite une manifestation forte de la volonté, de la détermination du gouvernement du Mali à exercer l'autorité de l'État sur chaque centimètre carré du territoire national. La nécessité d'organiser les élections figure parmi les sujets abordés. Nous pensons que l'État malien doit être présent partout, avec les mêmes devoirs d'explication vis-à-vis de chaque citoyen, pour mettre chaque citoyen dans les conditions optimales d'exercer son droit de vote. C'est pour cela qu'il était important que les mesures soient prises pour expliquer tout ceci dans les régions nord de notre pays. Nous sommes très optimistes sur le processus d'organisation au niveau logistique. Je dis bien au niveau logistique. L'administration nous a rassurés que toutes les dispositions sont prises au niveau logistique, au niveau technique, au niveau organisationnel, pour que les élections du 25 mars se tiennent et que le référendum, couplé à l'élection présidentielle, se tienne également. La délégation ministérielle a également constaté une accalmie dans les localités visitées. Sidiki Mfa Konaté a cependant expliqué les raisons qui ont prévalu à l'évacuation du camp de Tessalit. Ceux qui connaissent la région, ils savent que Tessalit est à 500 km de Gao et que la situation à Tessalit en termes de ravitaillement avait posé beaucoup de problèmes. Au niveau du camp, en plus des femmes et des hommes, il y a plus de 1500 personnes qui étaient venues chercher refuge aux côtés des forces armées de sécurité. Ce qui fait que la nourriture qui pouvait durer 4 jours ne pouvait plus tenir que 2 jours et demi. La pression démographique a augmenté à Tessalit. Il y a eu plusieurs tentatives pour alimenter. Il y a eu plusieurs tentatives de nos forces armées de sécurité pour entrer à Tessalit. Le ravitaillement ne se faisait que par voie aérienne. Vous avez eu, dans ce cadre-là, le communiqué du ministère de la Défense qui a précisé que face à cette situation, le commandement à Tessalit a, dans le cadre d'escorte, a procédé à l'évacuation des civils vers d'autres garnisons. Ensuite, le commandement a également décidé de l'évacuation de Tessalit. Le chef du département de la communication a lancé un appel à l'endroit des confrères. Je sollicite l'appui de mes confrères. J'ai vu, parfois ça a été déformé, mais en réalité, il n'y a pas d'injonction. On ne fait pas de morale à qui que ce soit. Ce que nous demandons, c'est un partenariat. Ce que nous demandons, c'est que, comme le disait Guézo, si tous les fils du pays venaient de leurs mains boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Il y a des dispositions pratiques, logistiques. Mais le plus important pour nous, c'est également au niveau du mental. Et vous avez la clé de pouvoir agir sur le mental. Vous avez la clé de pouvoir agir sur le corps social. Donc c'est notre devoir à nous tous de faire en sorte qu'on puisse aider notre pays à sortir de cette mauvaise passe. C'est donc un devoir de citoyen pour nous tous
individuellement et collectivement. Et au niveau du gouvernement, nous sommes prêts vraiment à vous appuyer dans ce sens-là. Nous sommes en train de voir comment on peut établir un programme de communication où on va appuyer les différents organes pour vraiment aider les uns et les autres à être sensibilisés dans le sens de la paix. Parce que ce qui est dangereux à notre sens, ce ne sont pas forcément les combats, c'est très dangereux. Mais ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire le tissu social, qui a été consolidé pendant des siècles, pendant des millénaires, c'est ce tissu social que nous devons conserver coûte que coûte. Les questions-réponses qui s'en sont suivies ont permis d'approfondir les débats. Et dans le même chapitre, c'est-à-dire les élections d'avril 2012, les partis politiques ont signé ce matin ici à Bamako le code de bonne conduite aux diverses consultations électorales au Mali en 2012. Ce code de 41 articles vise l'obtention d'un climat de paix et de quiétude lors des élections de 2012. L'élaboration de ce document a été rendue possible grâce à l'Institut national démocratique, l'USAID, le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Alpha Maïga pour les explications. Dans 38 jours, les Maliens iront aux urnes précisément le 29 avril prochain pour élire un nouveau président de la République. Les 6 millions d'électeurs potentiels seront repartis dans 20 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, dans les ambassades et dans les consulats. En attendant, ceux qui ont en charge d'animer les élections, à savoir les partis politiques et candidats indépendants, apposent ainsi leur signature sur ces documents. Le document signé s'appelle « Code de bonne conduite ». Il s'agit d'un exercice qui consiste au cours de la cérémonie à s'engager solennellement à se conduire en bon sportif fair play avant, pendant et après les compétitions politiques. L'initiative est du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, et l'Institut national démocratique NDI avec son partenaire, l'USAID. Produit ainsi du dialogue interparti, ce code est un outil de vulgarisation des dispositions de la loi électorale et des textes en vigueur en République du Mali en matière électorale. Le NDI contribuera à la vulgarisation de ce code. Il sera édité dans un format de poche, traduit en langue nationale et diffusé sur toute l'étendue du territoire. Le renforcement des institutions démocratiques est la condition de développement d'une nation. Et chaque élection est un test de maturité. Tous, un à un, représentants de partis politiques, candidats indépendants, ont salué d'abord l'initiative. Ensuite, ils se disent prêts à respecter le contenu du document, un document qui comporte 41 articles. Et puis cette question qui vient à l'esprit à l'approche des élections, c'est comment parvenir à une gestion efficiente de la distribution des cartes d'électeurs. La question est au centre de la session de formation des agents électoraux dont les travaux ont commencé ce matin même au gouvernorat du district de Bamako. Initiée par le gouvernorat du district, la session regroupe pour 2 jours plusieurs agents électoraux des 6 communes du district de Bamako. Nando Dambili. Cette session de formation est d'une importance capitale car la distribution des cartes d'électeurs est une étape décisive de la préparation d'un scrutin. La transparence et la fiabilité du scrutin exigent une maîtrise totale de la situation des cartes. Il est normal que nous placions notre entière confiance en votre personne. Vous avez été choisi eu égard à certaines qualités dont vous avez fait montre dans l'exécution quotidienne de votre travail de bureau. Ce qui explique toute la délicatesse de la mission des présidents des commissions de distribution des cartes d'électeurs sur toute l'étendue du territoire, d'où cet appel aux participants. M'adressant particulièrement à vous, les responsables des commissions, la réussite de l'organisation des élections passe nécessairement par une bonne distribution des cartes d'électeurs. Par conséquent, cette étape est décisive dans la suite normale de tout le processus électoral. Les généralités sur la carte d'électeur, la création et le fonctionnement des commissions de distribution des cartes d'électeurs et la tenue correcte des documents de distribution des cartes d'électeurs sont des thèmes abordés. Les choix portés sur les présidents des commissions de distribution des cartes, les secrétaires généraux des communes et les superviseurs des élections reposent sur des qualités morales, notamment l'impartialité et surtout
la neutralité. La section du Rassemblement pour le Mali RPM de Caille a tenu dimanche dernier sa conférence régionale de section, présentation des rapports d'activité des sections de la région, stratégie électorale, les alliances et la vie du parti étaient au programme. Wartem Caille, le point avec Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de cette conférence régionale des sections RPM de Caille, les délégués venus des 7 cercles de la première région ont échangé sur la vie du parti, tant au plan national que régional. Ainsi, chacune des 7 sections a présenté son rapport d'activité. Les délégués ont d'autre part suivi une communication sur la stratégie électorale élaborée par le parti en vue de l'élection présidentielle et les alliances nouées par le parti du Tisserand. Nous avons organisé la conférence d'abord pour évaluer les forces et faiblesses de notre parti au niveau de la région et puis en dégager des pistes de renforcement de la dynamique qui se crée autour du parti maintenant et d'engager, de mettre tout le monde en rang serré pour les échéances à venir. Le bureau politique national se réjouit de la tenue de cette conférence, gage de sa vitalité. À l'issue des travaux, les délégués ont fait des recommandations, à savoir la formation des délégués dans les bureaux de vote, le renforcement de l'éducation civique des militants, le renforcement de la communication entre le sommet et la base. Enfin, les délégués invite le bureau politique national à nouer des alliances et à doter les sections en moyens logistiques. Nous restons à Caille où le ministre des Relations avec les institutions a présidé aujourd'hui même une rencontre sur la connaissance des institutions, le référendum et les élections générales de 2012 avec cette question: quel rôle et place pour les chefs et autorités traditionnelles? Le règlement des conflits, le recouvrement des ressources internes sont entre autres questions qui seront abordées au cours de ces assises de 2 jours. Caille Chaka Konati. Amener les chefs de village, de fractions et de quartiers à jouer pleinement leur rôle dans le portage de la connaissance des institutions, du référendum et des élections générales, voilà le principal objectif de ces assises de 2 jours qui regroupent plus de 70 participants, en l'occurrence les chefs de quartier, le leader religieux et coutumier de Caille. Les chefs de quartier, de village et de fractions, étant les représentants de l'administration auprès des communautés à la base, sont des vecteurs sur lesquels il faudrait compter pour pouvoir en tout cas faire porter de façon significative la connaissance des institutions, mais aussi le portage du référendum et des élections générales de 2012. On leur demande de veiller à l'application des lois, mais pour qu'ils puissent veiller à l'application des lois, il faut qu'eux-mêmes d'abord sachent ce que c'est qu'une loi. Le référendum et les élections générales sont organisés à la lumière de la loi électorale. Donc il faudrait bien qu'on vienne ici pour voir comment on peut repositionner ces chefs de quartier et de fractions et de villages dans le dispositif mis en place par le gouvernement en vue d'organiser non seulement des élections transparentes, mais surtout régulières et justes. Les participants ont comme document de travail la loi du 28 juin 2006 relative à l'administration des villages, fractions et quartiers, une loi qui fait du chef de village, de fractions et de quartiers le représentant de l'administration auprès de sa communauté et le charge d'une mission de service public quant à l'application des lois et règlements, au recouvrement et la mobilisation des impôts et taxes, ainsi qu'au règlement des conflits. Pour que leur autorité soit reconnue, le gouvernement va livrer aux chefs traditionnels leurs décisions de nomination. Le travail a déjà commencé dans certaines régions. L'intégration harmonieuse des chefs et autorités traditionnelles dans la dynamique de démocratisation et de décentralisation en marche dans notre pays nécessite leur dotation en instruments et en outils appropriés. Le maire de la commune urbaine de Caille, Abdoulaye Kamara, et le président de l'Assemblée régionale Bandjougou Diawara attendent beaucoup de ces assises qui leur permettront non seulement de partager les enseignements et conclusions issus des assises des autres régions, mais aussi de bien préparer les assises nationales prévues les 30 et 31 mars prochains à Bamako. Direction Koulouba maintenant pour parler du calendrier des audiences accordées par le président de la République, le chef de l'État qui a donc reçu plusieurs personnalités, le président de la Commission de l'Union africaine, le ministre sud-africain des Affaires étrangères et les représentants des pays du champ. Les discussions ont essentiellement porté sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne et la crise au nord Mali. Le compte-rendu d'audience avec Sava Sissoko.
L'Union africaine tient depuis ce matin à Bamako une conférence sur la paix et la sécurité dans les pays de la sous-région. Il s'agissait pour les organisateurs et les participants de cette conférence de recueillir les conseils du président malien en la matière et de soulever avec lui le cas de la crise au nord du Mali. Le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, réitère le soutien de l'Union africaine au Mali. Les ministres sont arrivés en quantité. C'est rare. Sont arrivés nombreux et c'est dire l'importance que tout le continent attache à la question de la sécurité, de la paix, de l'unité, de l'intégrité territoriale des pays de la sous-région. L'Union africaine, c'est son métier, c'est son travail, c'est sa mission, doit contribuer à chaque fois qu'une crise apparaît quelque part, l'Union africaine doit contribuer à résoudre les problèmes qui s'y posent. Donc, nous sommes là pour ça. Nous savons que nous devons trouver des solutions africaines à ce problème. Et je suis convaincu qu'on les trouvera. Abondant dans le même sens, les ministres des Affaires étrangères des pays du champ, l'Algérie, la Mauritanie et le Niger ont aussi réaffirmé leur soutien aux autorités maliennes. Ils ont aussi discuté des élections générales qui auront lieu au Mali le mois d'avril prochain. Nous sommes venus dire au président la disponibilité des pays du champ à jouer un rôle actif en vue de créer les conditions d'un dialogue qui sera de nature à permettre au Mali de retrouver la paix, la sécurité, son unité et d'organiser dans les meilleures conditions les élections qu'il est en train de préparer. Et nous allons continuer la concertation entre nous pour déterminer un agenda de contact à même de nous permettre de réaliser cet objectif. Le ministre sud-africain des Relations et de la Coopération internationale a quant à elle transmis un message de solidarité du président de son pays à son frère du Mali. Elle a apporté l'appui de l'Afrique du Sud, un appui de 7 millions d'euros, soit près de 4,5 milliards de francs CFA, destiné à la situation sécuritaire et alimentaire au nord du Mali. Président Zuma. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le président de la République du Mali sur la situation de famine et de sécheresse créée donc, au Mali et dans les autres pays du Sahel. Et nous sommes là pour faire part au président du Mali de notre réponse à cette situation sécuritaire et alimentaire donc, dans la région nord du Mali. Une délégation des partenaires maliens vient de rencontrer les leaders communautaires du cercle de Kita. C'était pour expliquer la loi relative à la santé de la reproduction. Cette réglementation, rédigée en 21 articles, définit la santé de la reproduction et les moyens de lutte contre le sida et le paludisme. Cette loi, votée en 2002, vise à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. La rencontre initiée par le développement Rimapod s'est déroulée ce matin même à Kita. Agali Ag Agissa et Mohamed Lamine Sissoko sont allés voir à Kita. La santé de la mère et de l'enfant est l'une des préoccupations des autorités maliennes. C'est dans ce cadre qu'une loi relative à la santé de la reproduction fut votée à l'Assemblée nationale le 7 juin 2002. Pour s'assurer de la bonne application de cette réglementation, 8 députés, membres du réseau malien des parlementaires pour la population et le développement, se sont rendus à Kita pour échanger avec les leaders communautaires sur cette loi déjà en vigueur. Au cours de cette rencontre, les parlementaires ont présenté les différents articles qui comptent la loi et expliqué l'impact de son application dans la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle. Cette loi se compose de 4 titres, 4 sections et de 21 articles. Et cela traite des définitions de ce qu'on appelle la santé de la reproduction et parle également de ce qu'on appelle les services de la santé de la reproduction. Les préoccupations des leaders communautaires ont notamment porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour la meilleure compréhension de cette loi. La transcription des textes dans les langues nationales, l'implication des médias et des communicateurs traditionnels sont les solutions envisagées.
Après les débats, les élus ont visité les centres de santé de référence de la ville pour constater des visites, les installations en matière de contraception. Nous avons visité le centre qui s'occupe du planning familial. Nous avons constaté que les produits et les méthodes qui sont appliquées existent et que de plus en plus il y a une adhésion de la population à ce concept de planning familial. La rencontre a été possible grâce à l'appui du projet de promotion des politiques de santé de l'USAID en collaboration avec le réseau malien des parlementaires pour la population et le développement REMAPOD. Demain, 21 mars, s'ouvre ici à Bamako la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2012. Au total, 50 affaires seront soumises à l'appréciation de la Cour. Il s'agit des atteintes aux biens publics, des assassinats, des meurtres et des enlèvements de personnes. Et pour cette session qui doit durer 22 jours, l'accent sera mis sur les agressions contre les personnes. À propos, nous allons donc écouter le procureur général près la Cour d'appel de Bamako, Souleymane Koulibaly. Nous l'écoutons. Pour cette session, nous aurons 50 dossiers. Ce nombre se répartit entre les infractions classiques, les assassinats, les meurtres, les coups mortels, les infanticides, les viols, la pédophilie, pour ne citer que cela contre les personnes. Naturellement, il y a les coups et blessures volontaires très graves aussi. Et il y a des dossiers d'atteinte aux biens publics. Il y a beaucoup de dossiers concernant les associations de malfaiteurs, les vols qualifiés, les agressions contre les personnes, surtout contre les biens aussi. Parce que vous savez, nous vivons actuellement une période où on constate qu'il y a une certaine escalade de la violence, surtout contre les biens des gens. Il ne se passe presque pas de jours si quelqu'un n'est pas agressé, dépossédé de sa moto, de son argent. Pour riposter un peu contre ça, nous avons enrôlé beaucoup de dossiers concernant des grands bandits. Il faut que les gens sortent massivement pour venir assister aux audiences. Je l'ai toujours dit, les sessions de cour d'assises, c'est un peu une école. Je veux rassurer la population que la justice est là pour elle et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en aucun moment nous ne faillirons à notre devoir, surtout dans la répression contre ceux qui agressent cette population, contre ceux qui s'emparent des biens de cette population. Donc que cela soit très clair, nous serons sans aucun état d'âme par rapport à ces situations. L'appel est donc lancé aux populations à prendre part demain et jour suivant à la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2012. Autre sujet, nous parlons des chiffres. 200 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux d'aménagement de la mare de Falaba de Bla, bassin de réception des eaux de pluie. Son aménagement par la pêche permettra aux jeunes d'y pratiquer le maraîchage et la pisciculture. Le directeur du cabinet du gouverneur de Ségou, Oumar Baba Sidibé, a présidé la cérémonie de lancement en présence du directeur général de la pêche, Issa Tchemandjara, et c'est ce que nous dit notre correspondant Amaïgire Ogobaradolo. Ce coup de lame mécanique marque le lancement officiel des travaux d'aménagement de la mare Falaba de Bla. Mieux, il marque le départ d'un processus de développement socio-économique et global de la commune rurale de Bla. Ce chantier est une initiative partagée par la collectivité de Bla et l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ. APEJ à qui la réalisation coûte 200 millions de francs CFA. Le projet comprend le surcreusement d'une mare de 9 hectares avec une profondeur de 2 mètres, une digue de ceinture dotée de 2 entrées d'eau et de 2 escaliers de descente dans la mare, la plantation de 800 pieds d'eucalyptus, enfin la clôture de 2 hectares de périmètre maraîcher et des étangs piscicoles. Je voudrais dire toute ma satisfaction par rapport à l'adhésion des populations à ce projet à travers leurs responsables. Ceci augure d'une réussite évidente notre projet parce qu'il faut créer sa propre entreprise, il faut avoir confiance en ses compétences. Qu'on soit allé à l'école ou pas, il faut savoir faire quelque chose et c'est sur ce savoir-faire que nous nous appuyons pour aller vers la promotion du jeune, vers la promotion de l'emploi et vers le développement à tous les niveaux. L'insertion des jeunes dans les secteurs productifs est un des axes prioritaires du projet de développement économique et social.
et du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Je voudrais également saluer les efforts menés par l'APEJ pour inciter les jeunes, hommes et femmes, à entreprendre dans le maraîchage, l'élevage et dans les secteurs connexes comme les semences, l'équipement agricole, la commercialisation et la transformation. Nous sommes engagés pour le projet et nous sommes prêts à mettre tout en œuvre pour que le projet soit une réussite pour l'ensemble de la population de Bla. Chantier école, ce projet formera selon l'approche IMO 60 jeunes en technique de talutage, de confection de digues et d'exécution d'ouvrages connexes. Il installera 100 jeunes dans le maraîchage et des groupements de jeunes pêcheurs dans la pisciculture et autres dans l'avenir. La fête au village est donc légitime. Justement, autre activité qui peut intéresser les jeunes, c'est le maraîchage. En 5e région, c'est parti pour les activités de maraîchage en zone office Rimopti, dénommée Journée de relance de la production maraîchère. L'activité est une initiative de l'office Rimopti avec ses partenaires. Objectif, contribuer au renforcement de la production et de la sécurité alimentaire en comblant le déficit de la campagne agricole 2011-2012. La cérémonie de lancement a regroupé autorités administratives, politiques et agriculteurs, nous signale Yaya Bokoum. La campagne agricole 2011-2012 a enregistré tout au long de son déroulement des contraintes hydroclimatiques caractérisées par des hauteurs de pluie déficitaires, des niveaux de crues relativement faibles. Cette contre-performance agro-silvopastorale aura sans doute des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire et les revenus des populations. Face à cette situation, des dispositions d'atténuation idoines sont indispensables. C'est dans cette logique que l'Office Rimopti a initié avec ses partenaires une relance de la production maraîchère qui va contribuer au renforcement de la production et de la sécurité alimentaire en comblant le déficit occasionné. Nous connaissons actuellement des changements climatiques et par rapport à cette situation, il nous faut trouver d'autres alternatives. Donc nous avons jugé bon qu'une fois les cultures de riz terminées, que le riz puisse laisser la place aux cultures maraîchères à l'intérieur de nos casiers. Donc par rapport à ça, nous avons creusé des fourrages à l'intérieur de nos casiers et nous avons incité les producteurs maraîchers à venir s'investir. Pour cette première campagne de test, il est prévu l'aménagement de 5 hectares de gombo avec un système de forage et des pompes qui alimentent des barriques. La prévision attendue est de 150 tonnes de gombo. L'initiative, déjà saluée par autorités administratives, politiques et bénéficiaires, se verra pérennisée. Le coup de pioche donné par le représentant du gouverneur a été suivi de la visite des sites maraîchers. A signalé que la diversification des cultures à travers le maraîchage et les cultures porteuses font partie des missions assignées à l'officerie Mopti. Et puis la Compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT et l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton viennent de fixer les prix d'achat de base du coton graine au titre de la campagne 2012-2013. Ainsi, le premier choix sera acheté aux producteurs par les producteurs au prix de 255 francs CFA le kilogramme, le deuxième choix 230 francs CFA et le troisième choix à 210 francs CFA le kilogramme. En 5e région, toujours la coordination régionale du programme Compétitivité et Diversification, PCDA, a tenu lundi son 6e comité régional de pilotage et d'orientation. Le programme d'activité et le budget 2012, qui se chiffre à plus de 681 millions de francs CFA, seront consacrés à la consolidation des acquis. Yacouba Maïga. Ce 6e comité régional de pilotage et d'orientation du programme Compétitivité et Diversification agricole s'est penché essentiellement sur l'analyse des activités menées en 2011, les résultats obtenus et les perspectives. Les principales réalisations faites cette année portent surtout sur la professionnalisation des filières prioritaires de la région, à savoir la filière échalote-oignon, la filière bétail-viande, la filière lait et la filière poisson. L'année 2011 a vu naître et se consolider l'interprofession de la filière échalote-oignon. La filière bétail-viande, nous avons appuyé la restructuration de cette filière. La filière lait, le cadre de concertation est aujourd'hui doté d'un plan d'action. Le programme d'activité et de budget 2012 qui s'élève à 381 385 000 francs CFA a comme axe principal la consolidation des acquis.
À ce niveau, le PCDA entend mettre l'accent sur la contractualisation des acteurs à travers les concertations interprofessionnelles, le passage des très petites entreprises comme petites et moyennes entreprises, la diffusion des innovations technologiques, entre autres. L'atteinte de cet objectif de développement du PCDA s'est poursuivie à travers 4 objectifs spécifiques, à savoir l'amélioration des performances techniques et économiques du système de production et de valorisation des produits agricoles, l'amélioration des performances commerciales et économiques. Constater de visu et apprécier la performance des sous-projets financés, les membres du comité régional de pilotage et d'orientation se sont rendus à Barbé et Tongorongo dans les fermes de production de lait financées au profit de Bourema Yanogué et Boubacar Guitei. À Djalango, ils ont pu apprécier avec Souleymane Guindo la technologie d'irrigation par goutte à goutte sur une parcelle de 0,5 hectares dotée de fourrage à la tarière motorisée. Avant donc de parler du forum mondial prévu en septembre prochain, le forum mondial urbain qui est prévu donc en septembre prochain, nous allons vous rappeler que la semaine nationale de la francophonie a pris fin cet après-midi au Centre international des conférences de Bamako. Cette semaine a permis aux participants de partager et d'échanger sur un certain nombre d'activités et le clou de la cérémonie de clôture a été la remise des prix et des récompenses à plusieurs jeunes scolaires qui ont concouru dans divers domaines tels la poésie, l'orthographe, la culture générale et plusieurs autres activités. Là-dessus, le point c'est avec Abdraman Maïka. Cette semaine nationale de la francophonie a permis aux participants de partager ensemble plusieurs activités, parmi lesquelles des conférences débats qui ont permis aux participants, à travers des échanges d'idées, d'approfondir leurs connaissances sur le thème international de la semaine de la francophonie. Le français est une chance pour nous. En plus de ce thème, cette semaine a également été une occasion pour certains scolaires de recevoir d'importantes distinctions. Ces récompenses sont le fruit des concours effectués par ces jeunes en poésie, en orthographe, en culture générale et autres activités culturelles, artistiques et sportives. Oui, le français est une chance pour nous qui le parlons. Nos pays francophones, ayant hérité de la langue française, de par notre histoire, le français est demeuré nos langues officielles. Le français est ainsi devenu, au fil du temps, une partie de notre identité. La langue de travail, la langue de communication de nos administrations, le médium d'enseignement par excellence de nos systèmes éducatifs. Il est donc, le français, l'instrument qui nous permet de communiquer, d'échanger nos expériences avec les autres États de l'espace francophone, de l'Afrique à l'Océanie. Comme on pouvait s'y attendre, la situation au nord du pays a été un des sujets phares de ce 42e anniversaire de la semaine de la francophonie. Pour ce faire, les participants ont discuté sur le thème « Paix et démocratie, facteurs de développement ». À ce sujet, le secrétaire général de la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie est convaincu, selon ses propres termes, que le Mali peut tanguer, mais ne chavirera jamais. Autrement dit, malgré les difficultés de l'ère, le Mali reste un et indivisible. Grande prière pour la paix ce dimanche à Dakar. C'est une initiative du Haut Conseil des Maliens du Sénégal. Au cours de cette prière, les imams, prêcheurs et érudits ont fait beaucoup de bénédictions pour la paix. Pour y parvenir, il faut l'instauration du dialogue. Cette prière a enregistré notamment la présence de l'ancien ministre malien, Baba Akib Aïdara, a signalé également que les Maliens du Sénégal ont collecté des fonds pour l'armée malienne qui défend l'intégrité du territoire. C'est ce que nous signale Souleymane Kantara Sissoko depuis Dakar. Voilà, des prières également pour Feu Sékou Koulibaly. Cet ingénieur admis à la retraite depuis janvier 2010 est décédé des suites d'un accident de la circulation. L'homme avait occupé plusieurs fonctions à l'ORTM et au ministère de la Communication. Il a été accompagné cet après-midi à sa dernière demeure à Kalabankoura. La mort a encore donc frappé à la porte de la communication. Paix à son âme.
Et puis, le président de l'Assemblée nationale du Mali, le professeur Dioncounda Traoré, les membres du bureau, l'ensemble des députés, le personnel parlementaire ont la profonde douleur de porter à la connaissance du peuple malien du décès de l'honorable Baba Oumar Boré, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, décès survenu ce lundi 19 mars 2012 à l'âge de 60 ans. Les obsèques auront lieu le mercredi 21 mars 2012 à partir de 16h à son domicile à Djelibougou. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir.